Bonjour Danielle Bérès. Bonjour Alexandra. Merci d'être venue. Vous êtes militante au sein de l'association de lutte contre le sida et les hépatites. Aide, ouais. Aide, Ah, oui. exactement. Et vous allez répondre à quelques-unes de nos questions. Donc pour commencer, dites-nous peut-être où en est l'épidémie aujourd'hui en France et dans le monde. Eh bien, l'épidémie pourrait être en fait complètement éradiquée, à condition de se donner les moyens politiques et financiers de faire des actions, et notamment en matière de dépistage. Actuellement, il y a 30 000 personnes qui sont séropositives et qui ne le savent pas, qui contaminent. Si on arrivait à dépister ces personnes, à les mettre sous traitement, il faut savoir qu'au bout de 6 mois de traitement avec une charge virale indétectable, en ayant une bonne observance du traitement et sans autres maladies sexuellement transmissibles, les gens ne contaminent plus. Ils n'ont plus de virus dans le sang, donc l'épidémie s'arrêterait d'elle-même. Encore faut-il donc arriver à dépister tous ces gens et puis à offrir aussi, actuellement il y a quand même une palette d'outils de prévention qui est assez large, ce qu'on appelle la prévention combinée. Alors la prévention combinée, il n'y a pas une seule chose pour se prémunir des risques. Il y a évidemment le préservatif, mais ça tout le monde sait que personne n'est capable de mettre à 100% un préservatif et que des gens d'ailleurs refusent de le mettre pour des raisons qui les regardent de confort donc en dehors de ça, il y a par exemple le traitement d'urgence. Les gens ne connaissent pas trop cet outil. En cas de rupture d'un préservatif après avoir pris un risque, en se présentant dans un hôpital dans les 48 heures aux urgences, on obtient un traitement d'1 mois d'un antirétroviral qui empêche le virus de se répliquer s'il y a eu contact avec ce virus. Donc ça c'est le traitement d'urgence. Après, comme je viens de vous le dire, les gens qui sont mis sous traitement au bout de 6 mois de charge virale indétectable, ils ne sont plus contaminants, donc c'est une façon aussi d'empêcher d'en contaminer d'autres. Il y a aussi maintenant donc les tests rapides, dont Aide d'ailleurs est habilité à faire ces tests, dans la mesure où on est complémentaire des hôpitaux, des médecins généralistes et des laboratoires, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas connaître leur statut, et là nous allons vers eux, puisqu'ils ne vont pas ni voir leur médecin ni à l'hôpital. On essaye d'aller dans des endroits sensibles et de proposer des dépistages. Donc là ça s'appelle des TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique, et ça consiste à prendre une goutte de sang au bout du doigt et en 1 minute à savoir si la personne est séronégative ou séropositive. C'est le même principe que les autotests alors, qui viennent d'arriver. Ça c'est un nouvel outil aussi, tu as raison. Les autotests viennent d'être mis à la disposition des gens depuis le 15 septembre dans les pharmacies. Et là, donc, ça permet aux gens qui ne veulent vraiment pas ni voir des associations ni voir des médecins de se tester chez eux, avec la difficulté éventuellement d'apprendre un résultat séropositif en étant seul chez soi, ce qui est vraiment pas extraordinaire, mais ce qui permet quand même de dépister des gens qui ne sont pas du tout dans les circuits habituels. Alors il y a aussi un dernier point qui est très important, c'est la PrEP. Donc la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire les gens qui savent qu'ils prennent des risques, qui savent quand ils vont prendre ces risques, avec de multiples partenaires, avec éventuellement consommation d'alcool ou de substances psychoactives. Ils auraient la possibilité de prendre, et des études ont été faites avec des résultats très satisfaisants, donc de prendre un comprimé d'antirétroviral avant la prise de risque, pendant et après, sur 48 heures, ce qui permet à des personnes séronégatives de se protéger et de ne pas être contaminées. Alors, la PrEP est présente aux États-Unis depuis 1 an. En France, on est en train de travailler sur ce projet. La question étant qui va délivrer à des personnes donc, qui ne sont pas forcément dans un suivi médical, qui va délivrer ces antirétroviraux, et surtout le problème du remboursement évidemment. Actuellement, il y a des gens, ça s'appelle le SLAM, des gens donc, qui pratiquent des drogues à durée de vie très courte, donc il faut se repiquer très souvent, plusieurs fois dans un week-end par exemple, et qui font des week-ends sexuels où il y a de multi-partenaires, et au bout d'un moment, donc, préservatif, pas préservatif, enfin, il n'y a plus aucun contrôle, aucune maîtrise. Et cette PrEP leur permettrait en effet de rester séronégatif et de ne pas se faire contaminer.
Et donc, avec cet ensemble de traitements dont vous nous parlez, on peut réellement envisager une fin de l'épidémie? Tout à fait, oui, tout à fait. Nous, on avait pensé, on avait un slogan qui était la fin de l'épidémie en 2040, mais avec tous ces outils et le fait qu'après les gens soient régulièrement dépistés et mis sous traitement, l'épidémie devrait s'arrêter. Alors, il y a aussi un travail à faire en Afrique pour que les traitements ne soient pas uniquement disponibles, mais accessibles dans certains États. Donc, le problème, c'est que l'État se désengage un peu, se repose sur les associations pour faire plein d'actions, mais en même temps diminue les subventions. Donc c'est un peu difficile et on n'est pas assez nombreux pour être partout et faire vraiment ce qu'on voudrait faire pour aller dans ce sens. D'accord. Et par exemple, quels chiffres clés pourraient vraiment sensibiliser l'opinion? Il y a 6000 nouvelles contaminations tous les ans qui concernent tout type de population, d'âge, et de sexualité, aussi bien gay que hétérosexuel. Donc 6000 contaminations, c'est énorme. Et quel est le profil des personnes contaminées aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, les nouvelles générations sont plus ou moins conscientes des risques? Oui, plus ou moins informées, parce que c'est une épidémie qui a fait évidemment... qui était tragique dans les années 80-90, on en parlait beaucoup à l'époque. Maintenant, il faut savoir qu'une personne séropositive a la même probabilité de vie que n'importe qui, dans des bonnes conditions. Il y a des gens depuis 30 ans sous antirétroviraux qui se portent très bien. Donc ça devient une maladie chronique comme le diabète, même moins compliquée que le diabète. Donc on n'en parle plus, les médias n'en parlent pas, il n'y a pas d'articles, sauf de temps en temps un article sensationnel sur une personne tout d'un coup qui est en rémission, mais ça n'intéresse qu'une personne et c'est pas du tout autour de la prévention et de ce qu'il faudrait dire aux gens pour être efficace. Alors évidemment les gays sont très concernés et également les étrangers originaires d'Afrique subsaharienne. Et puis après, tout le monde évidemment. Vous pensez que ce manque d'implication, c'est lié à peut-être des tabous qui persistent? Oui, alors ça, c'est aussi un de nos axes d'action. C'est la discrimination, l'homophobie, la sérophobie. C'est aberrant d'avoir peur d'une personne séropositive alors qu'on connaît les modes de transmission, c'est uniquement sexuel ou par voie sanguine. Et donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Du coup, tout le monde cache sa séropositivité, enfin beaucoup de gens cachent leur séropositivité. Dans le travail, il y a des exclusions dans le travail, dans la famille, dans la société. Dans les communautés africaines, c'est vraiment très tabou, c'est la maladie de la honte, toujours. Donc on essaye aussi de lutter contre ça, mais c'est pas évident. Dans quelques jours, il y aura la journée de la disance aussi, parce que les gens ont du mal à le dire, même à leurs partenaires. C'est encore très difficile d'en parler, alors qu'encore une fois, une personne séropositive, bien traitée, n'est plus contaminante, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et justement, quel est l'accompagnement d'une personne qui s'avère être séropositive? Alors, comme on fait des tests rapides, des TROD, il y a toujours une confirmation dans un laboratoire auprès d'un CDAG, d'un centre d'information de dépistage anonyme et gratuit, ou bien dans un service hospitalier. Et on les accompagne donc soit dans un service d'infectiologie, de maladies infectieuses, soit dans des institutions. Pour les gays, il y a le 190, qui est un très bon centre. Il y a l'Institut Alfred Fournier, enfin ça c'est à Paris. Mais partout, les associations ont ce rôle et aident notamment d'accompagner les gens et d'organiser des groupes de parole, parce qu'évidemment, c'est un peu le ciel qui leur tombe sur la tête quand on annonce la séropositivité. Et c'est bien d'échanger avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose et qui peuvent les rassurer et leur expliquer que finalement, c'est une maladie chronique. La prise de médicaments, maintenant, c'est un comprimé par jour. On va même vers des allègements thérapeutiques où il y aura une injection par mois, ou le traitement 5 jours sur 7 et non plus tous les jours. Enfin, il y a des choses qui bougent dans les traitements, il y a beaucoup de molécules qui sortent.
Mais donc il faut leur expliquer tout ça et puis aussi les aider parce qu'il y a des gens qui sont très seuls et qui ne veulent absolument pas en parler autour d'eux. Donc on est là pour en parler et les suivre et les aider à rencontrer d'autres personnes dans le même environnement. D'accord. Et quel est le message que porte votre association et vous en particulier, quel est le message que vous voulez porter? Le message qu'on veut porter, c'est d'insister sur la prévention, sur le dépistage, sur tous les outils qui sont à disposition des gens, une information qui doit être relayée par les médias, et puis surtout faire changer la mentalité autour de l'homosexualité et de la séropositivité. C'est très important d'être à l'écoute, d'être bienveillant et de surtout ne pas porter de jugement sur des gens qui ont des orientations sexuelles diverses et des préférences sexuelles diverses, et c'est un peu toute la richesse de ce qui nous entoure. Bien sûr. C'est l'urgence aujourd'hui, lutter contre la discrimination. On régresse plutôt, et qu'il faut accepter des différences qui ne peuvent que nous rapprocher finalement, avec plus de compréhension et de bienveillance. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du cas des réfugiés qui se trouvent contaminés lors de leur périple pour arriver en Europe? C'est vrai que des gens venant d'Afrique sont parfois contaminés en Afrique. C'est le cas aussi de gens qui arrivent de Russie et qui ont utilisé des drogues injectables avec échange de seringues. Après, tous les cas sont différents, les réfugiés sont très différents. Et il y a des familles entières qui ne sont pas probablement contaminées par le VIH. Il y a aussi le problème des hépatites qui s'attrapent plus facilement que le VIH. Pour répondre à ta question, j'ai en effet à Bichat discuté avec une Camerounaise qui était partie, déjà qui avait des problèmes là-bas, dans la mesure où son bébé est mort, son mari est mort le mois d'après dans un accident de voiture, elle était dans la précarité, elle décide avec une amie de venir en Europe. Elle a affaire à des passeurs, et en Algérie, elle s'est fait violer. Et en arrivant à Paris, son amie lui dit « j'ai fait un test et je suis séropositive, tu devrais faire un test ». Et évidemment, elle s'est elle aussi révélée séropositive à cause alors, soit de son viol, soit du fait que peut-être elle était déjà contaminée. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Si on travaille aussi pour veiller à ce que les étrangers soient bien pris en charge, à ce que les lois ne se durcissent pas par rapport aux étrangers. Ça, c'est important, qu'ils soient bien tout de suite dans le traitement. Et on est pas mal confronté aussi à la précarité, bien sûr. Les gens qui ne savent pas où dormir, qu'on dépiste, ils ne savent pas où dormir, ils n'ont pas de téléphone mobile. Comment faire pour les suivre, pour les accompagner? Leur urgence, c'est de manger et de se loger, c'est pas trop d'aller à l'hôpital pour avoir un traitement. Donc ça, c'est aussi un problème. Et les dépistages rapides dont vous parliez? Les dépistages rapides, il y a des gens qui ont peur des piqûres. Il y a des gens qui n'aiment pas aller non plus dans un hôpital, dans un centre. Donc dans une association, ils arrivent, ils sont dans un très bon environnement, on discute avec eux. S'ils ne veulent pas le faire, on ne le fait pas. Et en plus, c'est une toute petite piqûre qui fait pas mal au bout du doigt, donc ça les rassure complètement. On n'a pas la blouse blanche, on n'a pas le stéthoscope autour du cou, on parle avec eux, on les tutoie. Et il y a des gens qui ont besoin de ça, qui vraiment... il faut voir qu'ils sont quand même très angoissés quand ils pensent avoir pris des risques. Ils sont très angoissés par rapport à cette échéance éventuelle qui peut leur tomber dessus. Et vous, votre parcours personnel, comment vous en êtes arrivé Moi, mon parcours personnel, j'ai beaucoup travaillé toute ma vie. J'avais vraiment pas le temps, entre la famille et le travail, de m'occuper des autres. Et après, en arrêtant de travailler, je me suis dit c'est le moment de s'occuper des autres. Et ce combat m'a toujours intéressée. J'ai toujours été sensibilisée à ça. J'ai perdu des amis dans les années 80. Et le fait que ce soit banalisé, qu'on n'en parle plus, m'a vraiment terriblement énervée. Parce qu'il y a des choses à faire, c'est facile, mais encore faut-il qu'il y ait la volonté derrière, bien sûr. Non, on espère tous que les mentalités changent et que l'épidémie s'arrête, c'est évident. Et beaucoup de personnes sont dans cette même action, beaucoup de médecins
beaucoup d'institutions travaillent dans ce sens. L'ONU-SIDA vient de lancer un programme qui s'appelle 3x90, qui serait en 2020 d'avoir 90% des personnes dépistées, des personnes séropositives dépistées, 90% de ces personnes mises sous traitement et 90% de ces personnes mises sous traitement en charge virale indétectable. Donc c'est un programme ONU-SIDA qui se lance avec toutes les villes, toutes les capitales mondiales. Donc Paris est en train de travailler et on va nous aussi commencer à avoir des réunions pour travailler en ce sens. Peut-être qu'à cette occasion on aura un peu plus de moyens pour continuer nos actions. On est très optimiste, il le faut. Bien sûr. Je vous remercie. Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à la règle du jeu.